Il y a 150 ans cette année, naissait et mourait la Commune de Paris. Parce qu'il n'est jamais bon qu'un peuple oublie son histoire, parce qu'il n'est jamais inutile de comprendre pourquoi des enfants, des femmes et des hommes ont, il y a 150 ans, inscrit leur sang dans notre histoire, notre Institut d'histoire sociale a tenu à commémorer avec force cet anniversaire, Alain le disait, avec plusieurs initiatives, dont celle d'aujourd'hui. Avec la commune, il s'agit d'un des moments les plus mal connus, ignorés des livres scolaires, un des moments les plus calomniés de notre histoire. Un épisode passé presque immédiatement dans la légende et riche d'enseignements pour les 150 ans qui vont suivre. C'est de la guerre entre la France et la Prusse que va se former la commune. Le 2 septembre 1870, c'est la défaite de Sedan, Napoléon III est prisonnier. La République est proclamée dès le 4 septembre et un gouvernement provisoire est formé. Les Prussiens assiègent Paris dès le 9. Plusieurs journées révolutionnaires marquent la période qui va suivre, notamment à Paris, où tous les Parisiens en état de porter des armes sont entrés dans la garde nationale. 170 à 200 000 hommes. Et se sont armés. Les ouvriers en constituent la grande majorité. Le 18 mars 1871, 6 000 soldats de Thiers tentent de récupérer les canons de la garde nationale achetés par souscription populaire sur la butte Montmartre. Paris se mobilise, Paris se soulève, les soldats fraternisent avec les insurgés et fusillent eux-mêmes leur général. D'où un passage de l'Internationale, crosse en l'air, nos balles seront pour nos propres généraux. Thiers décide de rapatrier le gouvernement à Versailles. La commune est née. Le lendemain, le comité central s'installe à l'hôtel de ville. Pour la première fois, un pouvoir ouvrier est élu le 26 mars. Les insurgés, qui avaient tout à inventer, se lancent à l'assaut du ciel, dans des conditions hostiles et dans un rapport de force très inégal. Ils réinventent une nouvelle forme de société et s'engagent hardiment vers l'avenir. La commune, c'est une forme de démocratie directe, où le peuple entendait exercer la souveraineté plutôt que de la déléguer, où les représentants n'étaient que tolérés par les représentés. Dignité, justice sociale, partage du travail, égalité, rapport renouvelé à l'art, à l'éducation, à la culture, c'est tout cela la Commune de Paris. Son programme social interdit les amendes sur les salaires, abolit le travail de nuit pour les ouvriers boulangers, met en place pour la première fois une instruction gratuite, obligatoire et laïque, et met en place également l'égalité salariale hommes et femmes. Une expérience révolutionnaire à bien des égards inouïs. Pour la première fois, des ouvriers, des ouvrières, des artisans, des employés, des instituteurs et institutrices, des écrivains et des artistes s'emparent du pouvoir. Comme l'écrit le poète Arthur Rimbaud, que la commune a enthousiasmé, je cite, « La commune entend vraiment changer la vie par des inventions d'inconnus. Ses protagonistes sont des femmes et des hommes ordinaires qui créent de l'extraordinaire, non seulement en l'imaginant, mais en le mettant en pratique. » Première révolution ouvrière, elle est devenue, depuis l'interprétation qu'a donnée Marx, le symbole d'un mouvement révolutionnaire anticapitaliste qui a fait écrire à Jean Jaurès, je cite, « La commune fut dans son essence, elle fut dans son fond, la première grande bataille rangée du travail contre le capital. Et c'est même parce qu'elle fut cela avant tout, qu'elle fut vaincue, et que vaincue, elle fut égorgée. » Au soir du 28 mai 1871, à la fin de la semaine sanglante, la commune a cessé d'exister, et les cadavres de dizaines de milliers de ses partisans jonchent les rues de Paris, précédant des milliers de condamnations, notamment à la déportation. Et cependant, le souvenir de la commune, allié à celui de la Révolution de 89, va illuminer durant des décennies toutes les luttes sociales, toutes les luttes pour la liberté. L'homme à qui nous rendons hommage ce matin a été un de ces révolutionnaires combattant pour la liberté, pour la justice et le progrès social. Benjamin Flotte, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
est né ici à Cuers le 22 février 1812. Tout jeune, il est placé comme apprenti cuisinier chez Véry, restaurateur en vogue à Paris. En juillet 1830, opposant républicain à la monarchie de Juillet, il participe aux Trois Glorieuses et sera blessé place du Palais Royal. Membre de plusieurs sociétés, dont celle des Amis du Peuple ou des Droits de l'Homme, il est accusé de détention de munitions de guerre en 1835 et effectue son premier séjour en prison. Il fait alors partie du personnel du restaurant Foix, un des lieux de rendez-vous des membres de l'association républicaine des saisons, fondée par Barbès et Blanqui. Accusé de participation aux journées insurrectionnelles de mai 1839, il est à nouveau emprisonné. En 1840, il est condamné à 2 ans de prison plus 2 ans de surveillance. Après la maison centrale de Doullens, il est transféré au Mont-Saint-Michel en février 1841, où il subit, comme tous les prisonniers, les pires conditions de détention. Il est libéré le 2 avril 1842. En 1845, il est cuisinier-restaurateur. En 1847, il met sur pied avec un groupe de militants un projet pour renverser le gouvernement. Mais la police a été alertée et Flotte écope en octobre 1847 d'une nouvelle condamnation à 15 mois de prison. Libéré au lendemain de la révolution de février 1848, il est alors aux côtés de Blanqui, qui habite chez lui. Mis en avant par ces événements, Benjamin Flotte gère la trésorerie de la Société républicaine centrale de Blanqui. En avril, il est candidat à la Constituante avec une profession de foi rédigée par Blanqui, et malgré ses 31 517 voix, il n'est pas élu. Après sa participation à une nouvelle journée insurrectionnelle, le 15 mai 1948, il est condamné près d'un an après à 5 ans de détention. Il est libéré du pénitencier de Belle-Île en 1854 et décide de s'expatrier aux États-Unis. Il connaît un franc succès comme cuisinier à San Francisco et en 1870, son restaurant ne désemplit pas. Pourtant, lorsque Blanqui, jugeant l'Empire à l'agonie, lance le signal du ralliement de ses troupes, Flotte n'hésite pas une seconde. Il rentre à Paris peu avant la guerre franco-prussienne. A noter qu'il revient en même temps qu'un autre blanquiste varois, toulonnais plus précisément, également exilé aux États-Unis. Casimir Bouy, qui participera également à la Commune, dont il fut président de la commission d'enquête concernant le gouvernement du 4 septembre. Casimir Bouy, qui sera arrêté en tentant de s'enfuir en Belgique après la Semaine sanglante, est condamné à la déportation en Nouvelle-Calédonie, d'où il sera libéré en 1879. Né à Toulon en septembre 1843, Casimir Bouy décédera à Marseille en octobre 1916. Benjamin Flotte, lui, reprend sa place dans le mouvement révolutionnaire. Il est un des signataires de l'affiche rouge du 6 janvier 1871, proclamation au peuple de Paris qui se termine par ces mots « Place au peuple, place à la commune ». Il fait partie des 43 socialistes révolutionnaires présentés par l'Internationale aux élections du 8 février. Il n'est pas élu. Benjamin Flotte était à Cuers pour ses affaires familiales lorsqu'il reçut une lettre le 27 mars 1971 le rappelant à Paris. Blanqui a été arrêté par le Versaillais le 17 mars. Les communards chargent Benjamin Flotte de négocier sa libération contre celle de Monseigneur Darbois, otage de la commune. Flotte remplit sa mission et obtient de l'archevêque une déclaration en faveur de cette solution. Mais l'affaire finit par échouer, Flotte réussissant à rencontrer Thiers qui refuse cet échange. D'ailleurs, Flotte publiera plus tard une brochure consacrée à cet épisode de la commune. Après la Semaine sanglante, Benjamin Flotte s'exile une nouvelle fois aux États-Unis, à Los Angeles, où il tient un restaurant. Il s'engage au sein de la section locale de l'Internationale, où il jouit d'un grand prestige, parvenant à gagner les militants aux idées blanquistes. Il anime une souscription en faveur des veuves et orphelins des combattants de la commune. En 1874, il est même chargé d'organiser l'accueil et la collecte de fonds à San Francisco pour des communards évadés de Nouvelle-Calédonie et leur permettre de regagner l'Europe. Durant toutes ces années,
Flotte milita avec les réfugiés de la commune en gardant des liens très étroits avec les blanquistes new-yorkais. Après le vote de l'amnistie en 1879, il rentre en France à une date inconnue. Ce que l'on sait, c'est que le 13 octobre 1879, Casimir Brouy, celui que j'évoquais tout à l'heure, le communard toulonnais, accueille Blanqui à Toulon et à la Seine. Et que le soir, un banquet de militants est organisé ici, à Cuers, avec Benjamin Flotte. Les années qui suivent, Benjamin Flotte continue à militer dans le mouvement blanquiste. En 1885, il est candidat non élu aux élections législatives sur la coalition socialiste révolutionnaire. C'est le 12 août 1888 que Benjamin Flotte meurt ici, à Cuers, sa ville natale. Ses obsèques ont lieu en présence de très nombreux proches et militants. Merci Alain. Je propose d'ailleurs que l'intervention d'Alain soit publiée sur notre site parce que ça rappelle à la fois l'histoire de la commune et puis l'histoire de tous élèves communards. Debout les forçats de la faim, la thèse dans son grand air, c'est l'éruption de la fin, du passé faisant table rase, où l'esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, groupons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. Bravo. Vous avez été mandaté par le processus de la commune, c'est-à-dire du groupe de